Bon, les gars, je suis un peu chafouin, un peu énervé, un peu dérangé, parce que je découvre que le pauvre monsieur Majorum, voilà, nom de famille Majorum, prénom Moss, est complètement surchargé. Il est écrasé par la vie, il n'arrive pas à s'en sortir, il a beaucoup trop de choses à gérer avec Carmin, avec sa chaîne, avec sa vie personnelle, avec le podcast, et donc je voudrais aujourd'hui lui donner quelques petits conseils pour qu'il se reprenne en main, pour qu'il puisse avoir un business plan pérenne. Alors c'est très simple, j'ai entendu dire qu'il y avait une petite astuce qui consistait ni plus ni moins à demander à l'État de vous filer des dizaines de milliers d'euros pour pas grand chose, en échange de pas grand chose, si ce n'est un gros dossier bidon, et ça s'appelle le CNC, voilà. Donc est-ce que c'est un projet qui te parle un peu, Moss? Aujourd'hui je pense qu'on va explorer des pistes de carrière. Je suis un peu ta conseillère d'orientation, voilà. Je comprends pas en fait, parce que moi on m'a dit de manière très calviniste, il faut travailler très dur, et peut-être qu'à force de travail tu vas réussir à t'en sortir, à gagner de l'argent et tout ça, et en fait je découvre qu'il y a des mecs qui ont ouvert un cheat code quelque part. Tu sais, c'est comme les vieux jeux vidéo où les mecs s'échangeaient des trucs, il fallait faire des combinaisons de touches ou je sais pas quoi. Il y a un cheat code visiblement, et il tient en 3 lettres, c'est CNC, voilà. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient pas fait grand chose, Est-ce que tu l'as vraiment découvert? Est-ce que tu l'as vraiment découvert, ou est-ce que tu avais quand même quelques petits insights depuis toutes ces années? Non, mais bien sûr que j'avais des petits insights, et bien sûr que tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Voilà. Mais ceci dit, c'est assez rigolo. On a eu un petit drama des familles parce que la responsable de la commission du CNC a un peu dit en live Mondovision ce que tout le monde pensait, mais que... Alors c'est pas la responsable, elle s'appelle Ultia, c'est une streameuse qui justement avait oui, vas-y, tu veux peut-être réexpliquer le contexte de départ? Oui, parce que quand ça va sortir, les gens auront peut-être déjà oublié au rythme où va l'actualité. C'est vrai. Donc en gros, il y a une streameuse qui s'appelle Ultia, qui était membre de la commission CNC Talent, donc c'est une sous-branche, un genre de petite sœur ou petit frère du CNC, qui s'occupe de donner de l'argent à des créateurs de contenu type streamer, type youtubeur, etc. Et elle venait de rejoindre cette commission, donc apparemment elle a jamais siégé, d'après ce qu'a dit le CNC après. Et en fait, elle a fait un live dans lequel elle expliquait qu'en gros, elle censurerait les projets pour des raisons politiques, et elle donnerait de l'argent par copinage à ses potes, notamment à gauche. Mais surtout, le mot-clé dont on va beaucoup parler, c'est copinage, je pense, parce que c'est plus ça qui est important finalement que la ligne politique, je crois. Et elle a donc été exclue directement. Il y a eu un gros drama sur Twitter. Il y a eu quelques articles de presse aussi là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se sont enflammés autour de ça. Et à cette occasion, on a découvert que le CNC avait filé, je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros à des chaînes qui avaient parfois moins de 1000 abonnés, voire moins de 100 abonnés, qui avaient publié 3-4 vidéos complètement à l'arrache, qui avaient fait quelques centaines de vues grand maximum, et qui pour les projets qui avaient un peu plus suivis, qui avaient un peu mieux abouti, on avait eu par exemple des lectures d'articles de Kern entrecoupées de rires gênants de pintades en déficit glycémique. Tu veux parler de Moody, je crois. C'est ça, voilà, j'ai oublié la meuf qui bosse chez Blast, voilà, parce qu'en fait, voilà, donc si tu veux, on dirait que t'as pris un shaker, tu mets genre Usul, le CNC, de l'argent, détournement de fonds publics, Rachida Dati, tu secoues et hop, tu vois, ça fait le ministère de la culture. Mais alors, ce que je trouve le plus génial, c'est que moi je fais des formats de vidéos qui sont assez similaires à ça, en version plus condensée, parce que j'essaie de condenser l'information. En fait, moi je crois fermement que dans un monde où on peut produire des millions de tokens à la seconde avec des serveurs d'IA, ce qui a de la valeur, c'est quand même le fait d'avoir synthétisé de l'info. Et en fait, je fais ça s'appelle J'ai lu une étude, et je ne touche littéralement rien, et j'irais même plus loin. C'est souvent un format que je fais quand je me dis tiens, vas-y, j'ai envie de me faire un petit format sympa, je vais passer 2-3 heures à bien éplucher la doc, à bien lire le papier dans tous les sens et tout. Voilà, ça fera plaisir aux gens, ils apprendront un truc, c'est sympa. Et c'est pas ton format qui marche le mieux en plus. C'est ça. Et même comme ça, tu fais beaucoup plus de vues qu'elle. C'est ça. C'est que je fais plus de vues qu'elle. Je fais probablement mieux le taf qu'elle, parce qu'en fait, je me perds pas dans 1 million de digressions qui ont rien à voir, parce que moi j'ai écouté, ça avait l'air assez secoué comme manière de présenter les choses. Tu vois, genre, il y avait des tas d'intersections avec des remarques perso, des trucs qui n'avaient rien à voir. Puis avec Lou, c'est insupportable en fait, elle peut pas s'en Et surtout, rigoler. Je ne prends pas des obèses 70 000 euros pour faire ce genre de truc. C'est ça qui est le plus gourmand dans l'histoire, quand même. Et ben écoute, oui, c'est très bien dit. Alors écoute, moi je propose que justement tu prennes les obèses 70 000 euros. On va voir ensemble aujourd'hui comment on peut te bricoler un petit business plan, parce que là je pense que ça je veux le tutoriel, je veux le cheat code. En fait, alors j'ai un peu creusé le dossier et je crois que j'ai quelques pistes, donc tu vas pouvoir nous en dire des choses. Et on va avoir aussi l'occasion, je pense, de parler d'un autre petit frère du CNC, qui est le CNL, le Centre National du Livre, qui distribue des subventions, alors qui ne sont pas tout à fait aussi grandes dans les montants qui sont donnés,
fermé, mais qui distribue quand même pas mal de pognon tous les ans à des... Alors, il y a plusieurs commissions intérieures, ils en distribuent pour de la poésie, pour du théâtre, pour des revues, pour des romans, bien sûr, et aussi pour des libraires. C'est ça que j'ai découvert. C'est ça qu'en fait, si jamais t'as pas fini d'extorquer 40% à des éditeurs, plus de leur mettre du dépôt-vente, plus de bien ponctionner tout le monde, et ben à la fin, tu peux encore aller demander des dizaines de milliers d'euros au CNC, enfin au CNL pour boucler tes fins de mois. Vraiment, la France, c'est un pays merveilleux. À ma connaissance, il existe aussi d'autres antennes qui font d'autres business, typiquement, et je crois qu'il y a un truc pour les jeux vidéo. Il y avait quelqu'un qui m'avait leaké. En fait, je crois que c'est l'équivalent d'un CNC pour les jeux vidéo, et pour pouvoir y accéder, il faut signer une charte de respect du sexisme, de plein de trucs, des LGBT, des minorités, de machin, et tu dois faire des formations pour pouvoir prétendre aux aides en question. Il y a un gars qui m'avait filé des extraits de cette formation, ça avait l'air absolument lunaire. En fait, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir en parler, mais ça rejoint une vision très très ancienne française de la culture, qui est en fait la vision de mise sous tutelle de l'État qu'on trouvait déjà chez Richelieu en fait, hein, donc on va sûrement en parler après. Pour l'instant, je te propose que on se concentre sur un petit générique avant les obèses 70 000 euros de Moss My Room. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de Carmin juste avant, ou oui, sinon je veux bien, parce qu'on a quelques petites actus sympas. Alors vas-y, mais en mode rapide. En mode extrêmement rapide, on a envoyé à l'imprimeur Le désir sexuel de Scruton. Si tu veux, le bouquin est tellement obèse et énorme qu'on s'est demandé si on n'allait pas dépasser la tranche des 1 kg en expédition postale. Pour te dire un peu la taille du bébé. Et ça va, vous allez être dessous finalement est-ce que vous allez être sous le on est en dessous a priori, mais je t'avoue qu'on a un petit peu flippé. Vous avez fait prout. On s'est un peu posé des questions. Donc ça, c'est super cool, et on doit recevoir bientôt, je pense au moment où ce podcast sortira, peut-être que je l'aurai déjà reçu, le premier batch de tirage de luxe. Tu te rappelles qu'on avait fait une série limitée. Très très bonne idée. Et donc le premier, un exemplaire de Illusion de la justice sociale de Sowell, en tirage luxe avec une petite couverture bien fignolée et un petit coffret fait sur mesure par votre serviteur, va nous arriver, je pense, dans la semaine qui suit là. Donc je sais pas exactement par rapport au moment où on enregistre, au moment où ça sort. D'accord. Mais est-ce que ça avance? Est-ce que tu as touché des subventions pour ça? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Si tu as travaillé, tu as dû toucher beaucoup de subventions. Non, malheureusement, je n'ai touché aucune subvention pour cet exemplaire de luxe, mais c'est pas grave, on va se rattraper. On va trouver les cheat codes ensemble. Voilà. Bon, je te fais confiance. Écoute, moi de mon côté, à la Giberne, je voudrais remercier les gens pour la sortie d'Araldus, le dernier roman sorti à ce jour. Donc épopée médiévale. Je crois même que tu as une guest star qui s'est demandé si vous pouvez la voir. Oui, tout à fait. On est en négociation. Il m'a MP. Pour ceux qui voient pas, en fait, j'ai été contacté par le compte Actuel Moyen-Âge, voilà, qui est un compte, Twitter assez important, qui était intéressé par le bouquin parce que c'est un roman historique, mais avec un fond réel, et qui dépeint les aventures d'un chevalier français qui a vraiment existé aux alentours de l'an 1000 dans les confins du Poitou. Et le démarrage a été vraiment très bon, et gros succès auprès des lecteurs. Les gens sont très hypés, et je crois que la vidéo de lancement a vraiment motivé les gens. Donc ça fait très plaisir, c'est de voir les gens partager l'engouement de l'auteur, qui était aussi devenu mon engouement, parce que on a travaillé dessus quand même pendant assez longtemps. Donc voilà, merci à tous, ça va être super top. Malheureusement, on n'aura probablement pas l'auteur en podcast ici. On le fait parfois, mais là on pourra pas parce que il est par Mons et par Vaux, et c'est un peu compliqué à organiser. Mais je désespère pas d'avoir un jour une interview filmée de lui. Voilà, mais je ne promets rien. Je vais essayer d'organiser ça. En attendant, je pense qu'on peut y aller. Générique. Bon, alors, par où est-ce qu'on commence? Est-ce que tu veux qu'on présente un peu le CNC? Est-ce que tu veux qu'on parle du jeu vidéo? Est-ce que tu veux qu'on parle de la tutelle de l'État sur la culture? Qu'est-ce qui te semble le plus intéressant? Moi, je pense qu'on peut commencer peut-être par rappeler un petit peu le cadre du CNC, ce qu'il est censé faire, ce qui est la grande promesse de départ, et voir ensemble que cette grande promesse, même en étant extrêmement généreux, non seulement n'est pas tenue, mais en fait se transforme en une forme de capitalisme de connivence
c'est-à-dire le communisme en fait. C'est ça, mais version étatisée en fait. Ouais, c'est donc effectivement une sorte de socialisme de connivence. Typiquement, tout ce que les gens qui ont vécu dans les pays communistes ont expérimenté à l'infini, et en pire, parce que en plus de ça a des conséquences sur nous tous, puisque nous avons tous notre YouTube qui est pollué avec des contenus fortement poussés par les algos et pas mal subventionnés. Ouais, alors parfois tu vois, ils sont pas si poussés par les algos que ça, puisque on voit que des merdes qu'ils ont subventionnées font 3 vues, tu vois. J'exagère à peine quand je dis 3 vues. Mais en fait, ce qui est plus pénible, c'est que des trucs de qualité qui devraient exister sans les subventions, que ça existe, en fait, il y en a pas. Parfois, ils misent aussi sur des chevaux qui sont déjà gagnants, tu vois. Genre, on voit qu'ils sont gagnants, ils ont pas besoin de subventions en plus. Et ils ont quand même des subventions. Et en fait, pour plaire à leur maître, ils font des petits apartés très bien pensants dans leurs vidéos. Mais c'est notre amigo Modin qui en a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Il disait qu'il s'intéressait à la course à pied. Bon, chacun ses passions. Moi, c'est toujours un sport qui m'a emmerdé au plus haut point. Oui, j'ai écouté cette vidéo, j'ai entendu son exemple. Voilà, il était complètement fou. Alors, je raconte pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. En gros, il explique qu'il s'intéresse à la course à pied. Il regarde une vidéo sur la course à pied, soutien du CNC, et en fait, il se dit bon, c'est de la course à pied, ça va, je risque rien. Il y a pas de moment où ils vont faire un aparté politique. Et bah si, ils ont fait venir un sociologue qui parlait de je sais plus quoi, c'était quoi le truc sur l'immigration ou je sais plus quoi lié à la course à pied. Enfin, c'était ou la masculinité, je sais plus quoi. Enfin bref, ils ont besoin de donner ils se sentent obligés de donner des gages. Je sais pas s'ils sont vraiment obligés de le faire, mais ils se sentent obligés de donner des gages et c'est extrêmement pénible. Ça, c'est vrai que c'est un point important. Mais ce dont tu voulais parler plus profondément, c'était peut-être comment dit-on, la notion de base, le projet de base du CNC qui était vérolé en fait, d'une certaine manière. Alors moi, ce que j'avais compris du projet de départ, c'était que ça servait à financer des jeunes créateurs, des talents prometteurs, des gens qui étaient sur des niches dont on percevait un intérêt particulier, et que ça devait servir de tremplin à tout un tas de jeunes qui allaient être la prochaine génération montante de la culture française, probablement sur Internet en grande partie, et peut-être après par ricochet dans le cinéma, à la télé, à la radio ou n'importe. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate, mais on le savait plus ou moins déjà, c'est que en réalité tout ça c'est devenu une sorte de clan où on retrouve des protagonistes qui se connaissent de manière très proche, qui je présume passent leur soirée ensemble, font leurs projets ensemble, enfin font un peu tout ensemble, et de temps en temps décident d'organiser une petite commission où ils auditent et ils analysent des dossiers, tout ça, et où ils finissent en réalité par uniquement juste s'entre-valider les uns les autres, et à tour de rôle les uns se donnent des sous, ou alors à l'inverse ils récupèrent les sous et puis ils disent non mais quand je serai à ta place je te donnerai, etc. Il y a des échanges comme ça dans tous les sens. Avec des secrets de polichinelle légendaires quand même qui sont oui mais je peux pas siéger quand c'est mon projet qui est là, oui, d'accord, mais t'as tous tes potes qui sont là. En fait c'est vraiment c'est vrai qu'il y a de l'objectivité quand tous tes potes sont là mais pas toi. C'est sûr que là vraiment les choses elles sont carrées. En tout cas tous les featuring que tu peux voir se retrouvent dans les commissions. Enfin je veux dire en fait le CNC c'est le fit and fun original si tu veux. Il fit and fun avec mon argent, avec l'argent de mes impôts. Non, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que moi je pense qu'on met le doigt dessus. C'est que effectivement, il y a un parti pris politique et idéologique avec le CNC, notamment sur des projets qui sont à gauche, etc. Parce que la gauche a gangréné la culture et parce que le CNC, alors il existait déjà avant, il y avait plein de subventions dès l'après-guerre, des subventions pour les livres, pour les films, etc. Mais c'est vraiment avec Jack Lang et avec les années 80-90 que ça s'est considérablement développé et que c'est devenu une modalité d'existence complète pour pas mal de trafics plus ou moins opaques d'ailleurs, et parfois la culture n'est d'ailleurs qu'une façade, mais ça c'est un autre sujet. Mais en fait le cœur de l'affaire, c'est que peut-être que c'est moins politique finalement que du copinage. C'est-à-dire que en fait eux ils sont déjà entre potes, donc ils partagent les mêmes idées. Donc en fait si tu veux le filtre politique il est à ce niveau-là. Mais une fois que t'es dedans, ce qui compte c'est est-ce que t'es leur pote ou pas en fait. Et s'ils avaient un pote de droite, ils se feraient financer aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que simplement ils ont pas de pote de droite parce que ils sont sectaires et qu'en plus de ça ils ont vraiment ils ne donnent qu'à des gars qu'ils connaissent et en fait ils ont fait une espèce de mainmise, un noyautage, ils ont pris le truc de l'intérieur quoi. C'est comme ça moi que ça m'apparaît. Moi j'ai l'impression que c'est les mêmes petits milieux germano-pratins ou équivalents qu'il y a dans d'autres domaines, que ce soit la littérature, que ce soit le journalisme, que ce soit la politique, enfin et en réalité c'est juste que tu as une sorte de concentration. Ils sont tous parisiens quasiment. Ils se connaissent encore une fois, ils se connaissent plus ou moins tous. Les quelques exceptions c'est oh là là machin il habite un beau quartier de Lyon et il accepte de prendre un TGV une fois tous les 3 mois pour siéger à la commission à Paris. On le dit jamais, mais efforts, tu vois. Est-ce qu'ils sont payés les gens qui sont au CNC Talent pour être dans les commissions? Je crois que c'est bénévole, mais je suis pas sûr. Moi je pense qu'ils sont payés pour ça, ou au moins je pense qu'ils sont minimum défrayés. Oui, défrayés, oui d'accord. Mais parce que je crois que pour le
CNL, ils sont pas payés, les gens qui sont membres des commissions. Ils doivent être défrayés, j'imagine, mais voilà. Oui, bon, après, pour être honnête, encore une fois, là, vu la logique de fonctionnement, ils sont pas payés, mais je dirais, siéger à la commission, ça veut dire que l'année suivante, ton projet, même s'il est nul, va se faire payer, en fait. Donc, oui, c'est ça. Quelque part, c'est juste un investissement, en fait. Tu le fais gratuitement, mais parce que l'an prochain, tu vas toucher 100K pour faire une série de vidéos pourries et tout va bien, en fait. C'est exactement ça. En fait, ce qui est insupportable là-dedans, c'est que t'as le sentiment vraiment que c'est complètement noyauté, c'est verrouillé. Et à la limite, s'ils faisaient ça avec eux-mêmes et qu'ils distribuaient de l'argent qui avait été levé avec des riches mécènes ou je sais pas quoi. Mais là, c'est de l'argent public, tu vois. En fait, t'as le côté, en fait, tu te fais racketter par des mecs qui financent des vidéos après pour t'insulter en 4K Mondovision, mais devant 30 personnes parce que personne ne regarde ces merdes, ou alors devant beaucoup de monde, mais pour des vidéos qui auraient pas besoin d'être sponsorisées, puisque par définition, s'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas besoin d'une sponsor en fait, donc d'une subvention. Donc c'est ridicule. Et donc on se retrouve dans un système où quelque part ceux qui ont, en fait, là où c'est vraiment pervers, même du point de vue de leurs propres objectifs, c'est que on est censé soi-disant soutenir des jeunes créateurs talentueux, etc. Ça se passe pas au talent, le tri, ça se passe au copinage. On les soutient, mais en fait, en réalité, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est que ils ont déjà percé pour la plupart avant d'être soutenus. Donc c'est pas vraiment des jeunes talents, c'est plutôt. Ou alors ils perceront jamais, parce que t'as ça aussi. Ou alors ils perceront jamais, au choix. T'as ceux qui sont vraiment devenus des fonctionnaires mentaux de la subvention. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne vivent que de la subvention. Leur boîte est une succursale qui touche de la subvention et qui donne des gages à peine suffisants à l'organisme qui subventionne pour être encore revalidé dans les prochaines commissions. Et ça, t'as des spécialistes de ce domaine-là. Et c'est pas que dans le CNC d'ailleurs, parce que les aides à la presse, excuse-moi, mais l'Humanité par exemple, si c'est pas un journal qui fait juste acte de présence, mais sans apporter rien du tout, c'est quand même, je sais pas ce qu'il vous faut quoi. Oui, typiquement. Et puis, mais en fait quelque part, bon, on y viendra peut-être un peu plus tard, mais c'est un peu ça le drame de l'écosystème des subventions, c'est qu'une fois que t'es rentré dedans, c'est un peu comme de la drogue. Tu changes ta vision de ce que c'est servir ton public, etc. C'est une conversion, c'est complètement. Ouais. Et ça devient juste, je veux cocher la petite case du CERFA, et donc tu dégrades tout en fait. Et tu te rends compte parce que ça veut dire que en plus c'est vraiment un pacte quasiment satanique, parce que tu trahis les attentes de ton public, tu trahis tes aspirations de créateur, parce que personne commence à créer des vidéos ou du contenu ou des livres ou n'importe quoi en se disant je veux toucher des subventions. Les gens d'abord ils se disent j'ai une voix intérieure, j'ai quelque chose à raconter, etc. Donc déjà tu te trahis toi-même. Ensuite, genre une fois que t'as vendu ton âme, tu dois remplir des quantités de papier en mentant, en accumulant des mensonges, parce qu'en fait t'es obligé de surfacturer, de gonfler tes chiffres, de raconter que tes vidéos vont te coûter 30 000 € alors que tu lis des papiers Kern en open source en faisant des rires de pintade, tu vois. Et en fait, une fois que t'as fait tout ça, tu pourras dire ok, t'es grassement payé. Bah t'es même pas si grassement payé que ça, que c'est, tu vois, 30 000 €, certes c'est une belle somme, mais avec ça tu vis un an et ensuite t'es de nouveau dans la sauce. Et en plus de ça, cet argent, il y a des délais à mon avis pas possibles pour le toucher. C'est-à-dire que tu sais, il y a des gros rafraîchir la page sur ton compte en banque tous les jours, tu vois, pour voir si par hasard le probablement que tu dois passer des heures à fournir des justificatifs dans tous les sens, etc. pour justifier que t'as bien dépensé, que ça a été utilisé de la manière dont tu l'avais dit. Des contrôles rétroactifs. Alors des contrôles rétroactifs. Peut-être, ouais. Alors ça je peux en parler parce que j'ai mené un peu l'enquête. J'ai mené un peu l'enquête là-dessus parce que je me suis dit c'est quand même étrange, tu vois. J'ai pris j'en ferai une vidéo sur ma chaîne, voilà, mais je vous tease un petit peu. J'ai pris les fichiers du CNL 2021 et j'ai regardé ce qu'ils avaient subventionné. Ils ont distribué en tout 1,3 million quand même, hein. Donc c'est pas c'est rien par rapport au CNC, mais c'est pas non plus petite monnaie, tu vois. Donc ils ont distribué 1,3 million à quelques dizaines de créateurs dans toutes leurs différentes commissions, donc romans, poésie, etc. Et pour les romans, je me suis amusé à prendre quelques titres qui me semblaient particulièrement stupides et à regarder ce qu'ils étaient devenus. Et ben en fait, il y a pas mal de titres. Franchement, sans rire, j'ai mis 5 coups de sonde et ça m'est arrivé 3 fois sur les 5. Je les ai pas trouvés. Genre, pourtant, on parle de 2021, donc les livres, ils ont eu 5 ans pour sortir, tu vois. Et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que. C'est-à-dire qu'en fait, les types ont dit bonjour, j'ai envie de t'écrire ce livre, et les gars ont fait oui, très bon voilà, projet, j'aime beaucoup. Voilà, et puis après, bizarrement, oh tiens, alors, il est jamais sorti. Ça s'arrête pas là. Parce que, moi, je veux dire, bon, ok, peut-être que le livre a changé de titre, c'est possible, peut-être que le titre était pas définitif, peut-être que le bouquin, c'est un tellement gros projet qu'il n'est pas encore sorti. Admettons, allez, je donne le bénéfice du doute. Mais si tu veux, il y a rien qui justifie, par exemple, parce que j'ai vu passer le cas, que t'ailles donné, je crois que j'ai vu, c'était 5 ou 8 000 €, je sais plus, un Touareg au fin fond du Sénégal pour qu'il écrive un livre sur l'histoire de sa famille de griots sur 5 générations pour le CNL, le CNL à Paris. Tu vois, en fait, il y a pas de, tu vois, le rayonnement de la culture française, là, si tu veux, il m'échappe un petit peu, tu vois. Et vous allez me dire, oui, c'est la francophonie, machin truc. Mais attends, parce que j'ai vu des tas de bouquins avec des titres en anglais et des
des thématiques qui se passaient en anglais. J'ai vu des livres qui s'appelaient genre, je vais pas dire les noms parce que sinon je spoil un peu la vidéo, mais il y a vraiment des pépites avec des titres en anglais et des thématiques ultra anglo-saxonnes. Et en fait, tu te dis, mais il y a pas de rayonnement culturel français là-dedans. C'est vraiment juste pour te piquer du pognon. Et en plus, les livres sortent pas un coup sur deux à la fin. Donc c'est quand même, ça fait quand même un peu bizarre, quoi. Ouais, tout ça ressemble très fort à un scam quand même, par certains aspects. Alors, je pense que le scam déjà est établi. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure, tu vois. Mais je pense que là, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir si le CNC, parce qu'on a vu que le CNL finance des livres qui sortent pas, que le CNC finance des chaînes YouTube à 300 abonnés. Est-ce qu'ils ont financé aussi des films qui n'existent pas, qui sont jamais sortis après, tu vois. Je parle pas d'un film pourri, vraiment un film qui n'existe pas. C'est totalement possible, faudrait vérifier. Moi, dans les trucs les plus scandaleux que j'avais vus, il y avait le truc de Danny Heraz, qui avait été financé, je crois, 130 000 € de mémoire. Et le truc à la fin, franchement, tu me files un iPhone de 2015, je te fais à peu près aussi bien. Franchement. Oui, mais toi, t'es pas sous Subutex, c'est pour ça en fait. C'est probablement ça. Ça explique que tu y arrives plus facilement si tu veux. Voilà, il y a un côté réinsertion sociale, tu vois, dans la démarche du CNC là pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, honnêtement, il y avait aucune qualité ni esthétique, ni même dans les intentions artistiques. Enfin, franchement, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment on pouvait justifier ce tarif. Il y a des choses où je comprends. Enfin, je veux dire, faire un film, c'est ok, ça a un coût. Quand tu dois avoir une équipe avec 4 caméras, plusieurs prises de son, etc. Bah oui, effectivement, ça a un coût. Le problème, c'est que quand tu fais soit des vieux vlogs en face cam ou des enregistrements à l'arrache où ce que tu montres c'est l'équivalent de ce que tu aurais trouvé sur Zoom avec ton fond d'écran c'est un papier kern, comment tu peux justifier de taper 50 000 balles pour ça? Franchement, c'était 30 000 là je crois dans ce cas présent, mais c'était effectivement déjà beaucoup trop. Je suis bien d'accord. Après, moi je dois dire que comment dire, d'une certaine manière j'ai été aussi très surpris, et pas en bien, par la réaction des gens, attention ça va faire mal, des gens de droite là-dessus, parce que j'ai vu quand même beaucoup de gens qui ont réagi à cette polémique du CNC là, qui a émergé en disant il faudrait absolument récupérer cet argent pour inonder de pognon les projets de droite. J'ai vu pas mal de gens le dire sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens le dire aussi en privé, etc. En fait, je suis effrayé qu'en fait il y a des gens qui pensent qu'en fait on peut être de droite et toucher des big subventions de l'État. En fait, si tu veux, normalement il devrait y avoir un truc qui bloque dans leur tête. Ils devraient se dire, attends, est-ce que je suis pas en train d'être une énorme merde? Est-ce qu'au moment précis où j'ai dit ce truc de fils de pute, ma mère n'était pas en train de créer un compte sur un site escorte, tu vois? Parce qu'en fait, si tu veux, au moment donné où tu commences à te dire, attends, je touche du pognon, ces gars touchent du pognon, moi je voudrais toucher le pognon, au lieu de te dire, je voudrais juste abolir ce système complètement délirant, je sais pas comment tu te remets pas en question, tu vois? Il y a un truc qui me bloque un peu. Je sais pas si t'as expérimenté un peu ça toi aussi, mais c'est quand même un truc que je trouve assez sale, quoi. Bah déjà, en fait, pour être franc, moi je pense que l'angle d'attaque qui a été le plus privilégié, qui consistait à dire oh là là c'est terrible, c'est pas équilibré politiquement, c'est vraiment pas le bon angle d'attaque. Vraiment, je pense que c'est là où il y a le gros raté. Je pense aussi. C'est que même s'il y avait un décompte de la parité politique, etc., admettons qu'on puisse faire des métriques d'ailleurs, parce que c'est même pas évident, c'est même pas évident qu'on puisse réussir à quantifier ça. Bon, même en admettant qu'on arrive à le faire, en fait pour moi ça résoudrait pas le problème. Là le vrai problème pour moi c'est un problème de copinage, et c'est pas un problème de pure politique. Mais eux ils vont te répondre, etc. Mais ils vont te répondre l'inverse, ils vont te dire que si tu remplaces Ultia par je te dis n'importe quoi, par le Raptor, tu vois, et que tu mets à la place de tous les mecs, tu mets tous les youtubeurs de droite dedans, et qu'en fait ils se refilent du pognon entre eux, et t'as plein de mecs entre guillemets de droite qui verraient pas le problème, alors qu'en fait la bonne logique par rapport à ça, c'est de dire que normalement, enfin c'est le succès qui doit déterminer si un truc existe ou pas. Normalement t'as pas besoin de subventions. Je parle pour les créateurs, parce qu'après je suis contre toutes les subventions de façon générale, mais je veux dire, on peut débattre dans des cas plus précis. Pour des créateurs de contenu sur internet, je rappelle, c'est quand même des mecs qui allument leur webcam, qui font des lives sur Twitch. Je veux dire, à un moment donné ça va, il n'y a pas besoin de subventions ou d'aide au professionnalisme de je sais pas quoi, c'est complètement délirant. Et donc en fait c'est ces mecs de droite entre guillemets qui voudraient piquer ce pognon là, c'est juste des gens mais qui sont juste des jaloux en fait. C'est des gagne petits et des crèves la faim et des crèves la dalle de la création. C'est effrayant en fait de constater qu'on a ça dans notre camp, tu vois, enfin dans notre camp entre guillemets. Oui, après je sais pas, je pense honnêtement moi plus le temps passe et moins je me sens appartenir à un camp clairement étiqueté. Je m'en fiche un peu, pour être franc. Moi je pense que on a besoin d'avancer des idées neuves, c'est ça qui manque, et quelque part l'histoire de comment on étiquette ça, c'est pas mon problème en fait. Enfin je veux dire, les gens s'ils veulent m'étiqueter, j'ai des mecs de parfois qui me disent que je suis de gauche, j'ai des mecs qui me disent que je suis un libertarien, et il y a des mecs qui me disent que je suis
un conservateur, que je suis un réac. Franchement, je pense que je pourrais faire une carte de toutes les étiquettes politiques avec les fois qu'on m'a dit que j'étais de tel ou tel truc. Parce que tu es mystérieux. On sait pas trop ce que tu penses. Non, mais en fait, quelque part, moi, ce qui me dérange, en réalité, c'est on devrait faire en sorte que tout le monde... le seul interventionnisme d'État qu'il devrait y avoir dans cette histoire, en réalité, ça devrait être quelque chose qui sanctionnerait et vérifierait qu'il n'y a pas de déséquilibre dans l'algo YouTube, éventuellement. Ça, à la limite, je pense que c'est plutôt pas trop mal, sauf pour des cas un peu extrêmes, typiquement, tout le monde se souvient de l'affaire Montjoie ou des vidéos du Raptor qui se faisait shadowban et tout, mais c'est des cas vraiment, vraiment extrêmes. Je pense que globalement, l'algorithme, il est plutôt nul pour tout le monde, en fait, sur YouTube. Oui, mais tu vois, s'il y avait un interventionnisme d'État, ça serait en gros de vérifier que les règles du jeu sont pas pipées. Voilà. Oui, ok. C'est ça pour moi le seul interventionnisme d'État qui serait tolérable. Oui, c'est une position libérale, je suis d'accord. Et c'est une position qui me paraît, c'est juste équitable. On va pas commencer à essayer de financer des mecs, surtout que en plus, encore une fois, je suis désolé, on a vu des financements, des mecs comme Dany et Raz, là, ils se sont pris des financements. Désolé, c'est leur fête. Ça va être leur fête. Allez, c'est bon. Là, en fait, c'est le prof Mayorum, t'as convoqué au tableau, tu vois, il t'a dit bon alors comment tu résous cette équation pour que X égale 70 000 €, tu vois. Non, c'est surtout, t'étais en train de faire le petit malin, tiens, vas-y, prends cette craie là et démontre-moi que cette équation différentielle, elle admet une solution unique là. Vas-y. La solution unique, ça doit être 70 000 €, je rappelle, hein, donc c'est précis, tu vois. Non, mais pour être tout à fait honnête, quelque part, ces gens-là à côté, tu regardes, ils ont un Twitch où ils collectent une quantité de pognon qui est vraiment pas négligeable. Ouais. À ma connaissance, c'était de mémoire un truc de classe 20 000 € par mois. En fait, c'est à tel point que moi je m'étais posé la question. Ils ont des OP pendant longtemps, produits. Pourquoi ils ont besoin de 150 000 € du CNC en fait? C'est quoi le concept? Parce qu'ils bouffent à tous les râteliers, ça c'est l'expression pour le coup. Mais en fait, pendant longtemps, je me suis même demandé si c'était pas, s'il y avait pas une espèce de système un peu véreux où ils se faisaient des dons, ils se refourguaient des dons, tu sais, un peu en mode, soit ils touchaient de l'argent de l'étranger par des canaux bizarres parce que c'est quand même des agents d'influence potentiels, tu vois, etc. En fait, pour avoir échangé avec des gens qui bossent dans le milieu des plateformes et de tout ce qui est médias, réseaux sociaux, etc. Parce que t'en croises quand même beaucoup avec les boulots qu'on fait. Ça a l'air d'être le cas. Donc apparemment, les gens de gauche ont vraiment du pognon à donner à des espèces de cassos à moitié défoncés qui s'enregistrent avec des webcams 360p pour lire des prompts ChatGPT qui les contredisent. Si tu veux, donc il y a bon, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai que effectivement le niveau est très bas et en fait c'est encore une preuve que rien de bon n'émerge d'un système qui est superflu d'argent public et de subventions comme ça, parce que le prime de la culture française c'était quand même avant qu'il y ait des subventions, hein, pour rappel, hein. Je veux dire, quand il y avait des écrivains, des architectes, des sculpteurs, des peintres qui rayonnaient dans le monde entier, c'était quand même avant qu'il y ait des commissions paritaires mixtes du CNC qui se réunissent triannuellement pour décider si on allait me voler de l'argent pour ça ou pas, tu vois. Et puis quelque part, pour être franc, moi je vois même pas ce qu'il en est ressorti de si productif pour la culture française ou. Non, mais il y a rien, puisque par définition les trucs qui soutiennent sont, c'est pas par définition, mais les trucs qui soutiennent, on a vu qu'ils sortent pas ou que c'est des trucs ultra niche, ou alors que c'est des trucs qui auraient, dans l'autre cas ça existe aussi, c'est des trucs qui auraient marché de toute façon. Donc ils sont bien gentils. Après ils essaient de se raccrocher en mode ah oui on a soutenu ça à l'époque, oui d'accord, mais si tu veux c'est un malentendu énorme, tu vois. C'est comme si tu mettais de l'argent dans toutes les entreprises, au bout d'un moment oui t'auras mis quelques pièces dans une licorne, mais c'est pas la méthode d'investissement la plus fiable normalement. Bref, je suis sceptique en fait de l'ensemble du process. Je pense que même du point de vue de ses propres postulats de départ, ça fonctionne pas trop. Et plus fondamentalement, en fait, ça crée une classe on va utiliser les termes qui vont leur faire pas plaisir, mais de rentiers de l'État en fait. Il y a des youtubeurs rentiers, voilà. Et ces youtubeurs rentiers, c'est les types qui sont inondés de pognon public pour faire des vidéos et qui peuvent faire des vidéos de qualité ou pas. Parce que tu vois, nous, ils ne peuvent plus faire de vidéos de qualité. Ils ont du mal à faire des vidéos de qualité. À partir du moment où tu dépends de l'argent de l'État comme ça et que tu peux pas dire tout ce que tu veux et que t'es tout le temps en train de réfléchir au prochain dossier de subvention, etc. Forcément, ça a un impact sur la qualité de ce que tu produis. Enfin, tu vois, c'est mathématique en fait à ce niveau-là. Je vois pas comment il ne peut pas en aller comme ça en tout cas. Je pense qu'en fait au départ, tu te dis super, ça me fait un booster pour pouvoir avancer plus vite vers les projets qui me plaisent, etc. Ouais, comme la cocaïne en fait. Et très très vite, tu réalises que en fait, non, ce qui est le plus important, ce n'est pas le résultat, c'est, spoiler, le process. Et là, c'est le moment où le downfall se met à apparaître. Parce que d'un seul coup, tu passes de non, mais je veux faire plaisir aux gens, je veux apporter de la connaissance, je veux partager ma passion pour quelque chose, à non, mais en fait, le plus important, c'est que les petites cases soient cochées et que le petit process soit bien respecté. Et donc, tu rentres dans l'horreur soviétoïde
fluide du monde des apparences. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est bien dit, c'est la bonne formule, ça m'a fait rire. Et en fait quelque part tu te retrouves avec tout cette mentalité du moment que le process a été respecté, c'est pas grave que ce soit bien ou pas, que ça ait des vues ou pas, ça n'a plus de valeur objective. C'est du formalisme en fait, c'est du formalisme, si tu respectes juste du formalisme, ouais. C'est ça, tu respectes juste le cadre qui t'a été fourni quoi. Ouais non mais c'est vrai, c'est très vrai. En fait c'est vraiment on retombe sur l'image du pacte avec le diable, du marché faustien dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où tu fais ça, mais c'est le joueur du grenier qui en a parlé dans un live où il disait justement qu'il connaissait lui des gens, il a pas donné les noms mais bon on peut deviner quelques-uns en tout cas, des gens qui ne vivaient que comme ça par subvention, ils ont plus rien à foutre de faire des vidéos qui marchent ou qui marchent pas, et en fait ils ont plus rien à foutre de faire du contenu de qualité. Ce qui compte pour eux c'est est-ce qu'ils vont pouvoir toucher leur prochain chèque du CNC. Et honnêtement je comprends comment on en arrive à penser comme ça. Je veux dire, quand t'es créateur de contenu sur YouTube, t'es quand même soumis aux caprices de YouTube, il y a quand même à la mauvaise volonté des algorithmes, des plateformes. C'est une horreur quand tu veux avoir quelqu'un, un humain pour discuter d'un problème. T'as des changements de politique en permanence qui sont rétroactifs, donc tu peux te retrouver emmerdé pour des vidéos qui ont déjà des années. C'est très incertain. Je veux dire, tu dépends aussi à 100% des algos dont tu ne sais pas comment ils vont être changés. Ouais, ils changent tout le temps, ils changent sans prévenir, ils changent jamais pour le meilleur. C'est-à-dire que vraiment, regardez votre YouTube aujourd'hui, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais moi parfois je suis atterré par les merdes que YouTube me propose. C'est-à-dire qu'il me propose des vidéos qui ne m'intéressent pas de façon répétée, et parce que l'algorithme n'a pas l'air d'arriver à saisir. Pourtant je regarde quand même régulièrement du contenu sur YouTube, c'est quand même une partie de mon activité, donc je me tiens au courant de ce qui se fait quoi. Donc ouais, c'est quand tu vois tout ça, tu te dis bah écoute, soit il faudrait changer ce système YouTubesque, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir une autorité qui contrôle ça et qui oblige des règles équitables à être appliquées, soit tu te dis bah en fait je vais juste prendre mon chèque du CNC parce que je peux pas changer ça à l'échelle collective, donc je vais juste me creuser un petit trou de souris dans un coin, me blottir dedans et attendre la retraite quoi. En fait les mecs auront une retraite du CNC quoi, tu vois, c'est effrayant. Après quelque part on retrouve aussi un pattern qu'il y a dans un peu tous les milieux artistiques, peut-être que là c'est là où on peut un peu commencer à parler de l'art subventionné, l'art d'État, ouais bien sûr. Enfin je pense que t'as plein de trucs à raconter là-dessus, moi aussi, enfin je veux dire on les a vus tout typiquement. Moi je pense que si vous voulez, et si vous avez aucun avis sur le sujet, regardez les créations artistiques qui ont été produites par l'URSS, toutes les branches de l'URSS confondues. Alors il y a quelques trucs qui sont un peu de temps en temps, tu dis ah ouais il y a des posters de propagande stylés etc. Parce qu'il y avait c'est le poster qui était mieux tu vois. Oui mais il y avait une sorte d'impératif d'efficacité en réalité. Ouais, c'est ça qui fait que les types faisaient un peu attention. Mais tout le reste, les espèces de fresques picturales représentant des champs avec des usines derrière et des paysannes qui trimballent du maïs et je sais pas quoi, mais c'est nul. Et je veux dire, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait... moi je mets au défi, même les pires pitres du fond de la jungle en Guyane, je les mets au défi de me prouver par A plus B que c'est une forme supérieure d'art. Ce n'est pas vrai, c'est du kitsch délayé sur des kilomètres de fresques. Bah fais attention parce que par mauvaise foi, ils en seraient capables. Non mais bien sûr, je n'en doute pas un instant. Ils te défendraient que Jésus est Satan et que Satan est Jésus, hein, si tu leur demandes. Hein, ces gens-là, ils ont pas d'âme, quoi. Ils ont pas de principe, donc tout est possible pour eux. Mais non, mais bref, tout ça pour dire, en tout cas, moi j'ai toujours trouvé absolument ignoble ce qui avait été produit pendant cette période-là. Et pour être franc, à peu près tous les arts politiques ont été ignobles. À peu de choses près, au 20e, oui. Au 20e au 20e, oui, parce qu'avant, non. Parce avant, c'était un peu mieux, il me semble. Avant, si tu veux, ça pouvait donner tu sais, tous les tableaux de Bonaparte là, que tu as au musée du Louvre, ça pouvait donner tous les tableaux de Louis XIV, de Louis XV, ça pouvait donner Molière, ça pouvait donner Lully, si tu veux, ça va. Avant, je pense qu'on est quand même sur des appuis assez solides, ça pouvait donner La Fontaine. Non, quand même, je trouve qu'on était pas mal, si tu veux. Mais il n'y avait pas de CNC, tu vois, il n'y avait pas de CNL, pas de CNC. Donc quelque part, si tu veux, on retombe quand même sur nos pattes. Et en fait, si tu veux, on a un espèce de problème, moi je crois que qui est culturel en France, c'est qu'on a une vision de la culture qui peut pas exister de façon économiquement de façon autonome. C'est-à-dire que si tu laisses le marché choisir en France, les gens sont persuadés qu'on va se retrouver en bout de chaîne avec Netflix et Amazon. Et c'est tout, tu vois. Qu'il y aura plus d'écrivains, qu'il y aura
aura plus de films, qu'il y aura plus rien. Bon, c'est une vision à laquelle je ne crois pas, parce que je crois justement que le fait de mettre les créateurs en situation de devoir se dépasser pour créer, c'est un truc qui générera, certes, peut-être moins de créateurs que ce qu'on a maintenant, mais des créateurs de bien meilleure qualité que ce qu'on a maintenant, peut-être 10 fois, 100 fois meilleurs que ce qu'on a maintenant, parce que en fait c'est de la sélection darwinienne sociale en fait, d'une certaine manière. Bon, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, on a cette vision aussi en France que puisque la culture ne peut pas exister par elle-même économiquement, elle a besoin de protecteurs. Et donc les protecteurs, c'est soit les grands féodaux, ou aujourd'hui on dirait les mécènes, les industriels, etc., soit c'est l'État directement, donc c'était le roi, etc. Or, comme il y a confusion en France entre patrimoine public et patrimoine privé à haut niveau depuis au moins Richelieu, si tu veux, les Français n'arrivent pas à comprendre la différence entre un mécénat privé et un mécénat public. Or, c'est complètement différent. Si demain, Bernard Arnault décide de prendre un gars parce qu'il aime bien ses peintures et de lui faire une rente à vie pour qu'il puisse peindre tout le temps, ce n'est pas du tout, et ça ne sera jamais la même chose qu'une subvention attribuée par le CNC, le CNL ou le CNP, je sais pas si ça existe, le Centre National de la Peinture, tu vois, pour reprendre mon exemple, mais grosso modo, c'est complètement différent, parce que dans un cas, c'est un homme qui a son argent et qui l'a utilisé pour investir directement, et dans l'autre cas, c'est des gens qui distribuent mon pognon sans que j'ai mon mot à dire là-dessus. Et ça change complètement la dynamique là-dessus. Et je pense que vraiment, le problème en France, c'est qu'on est prisonnier à la fois de cette vision de la culture et des conséquences mal comprises de cette idée mal comprise. Il y a deux erreurs qui s'enculent, si tu veux. Ouais. Bah, je suis bien d'accord. En fait, enfin, même, je sais pas si t'as déjà entendu ces longues complaintes des intermittents du spectacle en grève, je sais pas quoi. Déjà, c'est à Fouera, hein. Ça faut être très très clair. C'est vraiment, il y a pas de doute là-dessus. Peut-être que t'as déjà assisté à ce genre de truc. Ouais. Tu te pointes au théâtre national ou à l'Opéra de Paris ou un truc comme ça, et tu vas avoir une sorte de grève / manif où les types te font un long laïus en te disant oui, nous sommes précaires, machin, et t'es là, tu fais mais attends, mais je comprends pas en fait. Vous êtes financé par l'État, vous avez un statut de sociétaire de la Comédie Française ou je sais pas quoi. Enfin, globalement, vous faites partie des mecs les plus indéboulonnables de cet écosystème qui puisse exister. Et en gros, tu as cette espèce de fantasme de si vous ne payez pas 1 trillion d'euros d'impôts pour la culture, alors la culture va disparaître et être marchandisée, et etc. Et il y a cette opposition un peu fantasmée entre s'il y a un peu d'argent privé qui intervient, d'un seul coup, c'est plus de la vraie culture, genre c'est devenu un truc sale, ça a été avili. Ah mon Dieu, tu te rends compte, je veux dire, que serait quand on y pense Botticelli, Raphaël, Léonard de Vinci, etc., sans les capitaux privés qui les ont financés? Que serait, pour être un peu taquin, que serait Karl Marx sans les capitaux privés qui l'ont financé? Voilà, je pose la question, il va falloir répondre, voilà. Là, je trouve que tu es un petit peu trop taquin, franchement. Karl Marx, non, c'est pas possible. Il y a des gens qui vont après c'est pas un artiste, mais c'est un écrivain, enfin un auteur. Donc, non mais je sais, je te taquine. Non mais je dis ça pour préciser, parce que l'exemple est intéressant, si tu veux. Ça montre bien que tu peux, c'est complètement différent. Tu peux accoucher de quelque chose quand t'es financé par des fonds privés avec une exigence d'arriver à quelque chose et de produire quelque chose d'intéressant, alors que quand t'es financé par des capitaux publics où c'est en fait les gens qui te donnent cet argent s'en foutent un peu parce que c'est pas leur argent, et toi tu t'en fous un peu parce que tu te dis bah eux ils s'en foutent, donc pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre. Et en fait à la fin bah tu produis rien, et ça c'est un truc qu'on voit. Tout à l'heure t'as cité l'exemple très intéressant de l'art en URSS, mais t'avais aussi des ateliers d'écriture dans les pays de l'Est, et en fait en gros ils prenaient c'était complètement idéologique, ils prenaient des ouvriers par exemple et ils les faisaient en cours du soir venir pour écrire je sais pas des romans par exemple, ou pour faire de la peinture ou de la sculpture. Sauf qu'évidemment être un écrivain, un romancier par exemple, ça se travaille. C'est des gens qui doivent apprendre les structures narratives, qui doivent apprendre les effets, trouver leur style, trouver leur voix, trouver ce qu'ils veulent raconter et tout. Donc en fait ça devenait des adultes de 45 ans vaguement illettrés qui écrivaient en fait des rédactions niveau mauvais élève de CE2 qui raconte ses vacances à la mer, tu vois. C'était voilà. Sauf que eux ils sont en URSS, donc il y a même pas de vacances à la mer si tu veux. Donc c'est vraiment te dire à quel point ça devait être vide et creux, et il ne reste rien littérairement de cette époque, alors que c'était financé avec des dons publics qui ont empêché les Russes d'aller sur la Lune, tu vois, peut-être. Voilà. Même nous, regarde combien de fois on finance, enfin t'as vu tout dans les trucs qu'on finance typiquement. Moi je me souviens avoir vu c'était quoi, une représentation d'une pièce de théâtre antique genre Oedipe ou etc., qui avait été jouée par des élèves il me semble de licence quand même, un truc, enfin je crois qu'ils étaient après le bac, et ils avaient réécrit, ah oui c'est fantastique, ils ont réécrit le truc, c'était financé par le centre de la francophonie, l'institut culturel, on va faire jouer ça à Athènes, tu vois, imagine le gros truc, et à la fin en fait tu regardes et t'écoutes et tu fais mais non, alors non seulement ils savent pas jouer, mais en fait le texte de base a été massacré, l'histoire d'Oedipe a été massacrée, enfin il y a rien qui va en fait, et c'est nul,
gueule. Et en fait, c'est le genre de petit coup de com'. Un an après, plus personne s'en souvient. Enfin, eux, ils s'en souviennent parce qu'ils ont touché leur chèque, mais oui, c'est voilà. Non, mais ça produit pas. Ouais. En fait, ça produit pas des choses intéressantes parce que quand ta perspective, c'est juste de toucher un chèque dans 6 mois, tu ne crées pas une culture qui est durable et qui va avoir un impact sur le reste de la société. Idée, oui, on retombe toujours sur cette même idée. En fait, c'est toujours le même truc. Et c'est pour ça que tous les débiles, ou en tout cas les demi-habiles de droite entre guillemets, qui disent, parce que j'ai vu des mecs vraiment en plus en bonne foi dire il faut prendre l'argent d'Ultia pour le donner aux hussards. Je te jure qu'il y a un mec qui a dit ça à un moment donné. Il voulait donner de l'argent à Modin aussi, et Modin avait gentiment répondu un truc avec lequel je suis complètement d'accord. Il avait dit mais en fait je veux juste qu'on supprime toutes les subventions. Et en fait c'est la seule position logique, parce qu'en fait si tu donnais cet argent à la droite deviendrait mortifère et deviendrait, je dis droite entre guillemets, on se comprend, parce que bon faut quand même relativiser les choses, mais elle deviendrait aussi mortifère et aussi chiante et aussi donneuse de leçons et aussi proprette et même hygiéniste dans sa parole que ne l'est cette espèce de gauche subventionnée qui est terriblement insipide en fait en réalité. Mais pour être honnête, on a déjà ce syndrome. Je veux dire, tu prends certains des médias qui sont classés à droite. Il y en a certains, ils ont un petit entre-soi, un petit écosystème avec des journalistes qui sont toujours un peu les mêmes, qui invitent toujours un peu les mêmes invités. Mais ça c'est normal. Par exemple l'écosystème du Figaro. Alors je vais pas taper spécifiquement sur eux, mais t'as déjà ce côté entre-soi. Et c'est la même chose d'ailleurs avec son pendant de gauche. Tu prends Libération, t'as un entre-soi Libération en fait. Ouais, après ça c'est normal. Je veux dire, c'est comme, regarde, toi et moi on fait des podcasts ensemble. Bon, on invite des gens, mais il faut aussi qu'on les connaisse, les gens, pour les inviter. Donc en fait, tu vois, je veux dire, peut-être que en fait, dans une certaine manière, je dis pas qu'il a envie de le faire, mais si Pascal Praud invite pas Edoui Plenel à venir dans son émission, c'est peut-être aussi parce qu'il a pas le 06 d'Edoui Plenel, tu vois. Bon, je sais pas si l'exemple est pertinent, mais c'est pour te faire comprendre qu'en fait, parfois c'est juste, les gens se connaissent pas. Et donc par définition, comme personne peut connaître personne et que tu peux pas faire asseoir trop de gens qui pensent pas pareil autour d'une table, en fait, le principe même des commissions d'experts pluridisciplinaires avec des regards différents, etc., ne marche pas. Parce qu'en fait, à la fin, tu auras toujours un courant qui va prendre l'ascendant et tu auras toujours même des personnalités qui vont prendre l'ascendant, des gens qui vont se retrouver exclus, des gens qui vont se retrouver cornerisés, et ça marche pas. En fait, c'est le souci, et c'est ce que tu retrouves dans toutes les commissions type CNC, CNL, CNC Talent, voilà, tous les machins comme ça, quoi. Mais alors, du coup, quelle est la solution, mon cher Hussard? La solution, on l'a dit, hein, la solution, c'est le je vais utiliser un mot sale. La solution, c'est le marché. Voilà. La solution, c'est le... Non, il y a aussi. Tu vas détruire l'art et la culture avec ton marché. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que Victor Hugo, il a attendu d'avoir l'argent du CNC pour faire Notre-Dame de Paris et pour faire je sais pas quoi, Les Misérables, tu vois. Et puis Renoir et Van Gogh, ils ont attendu de toucher l'échec du CNC pour peindre leur tableau. Et puis c'est ridicule. Ça, c'est vraiment les gogoles qui ont rien compris. De toute façon, quand tu vois qu'on a des livres écrits en anglais qui sont subventionnés par le CNL et des films sur des migrants transgenres qui découvrent leur bisexualité au fin fond de l'Orne, qui sont financés par le CNC, si tu veux, bon, à partir de là, t'as compris que la culture française ne rayonnait pas. Les Chinois et les Américains sont pas en sueur quand ce genre de dope sortent, hein. Faut être très clair, ça change rien. D'ailleurs, je crois que le CNC finance jusqu'à 300 films par an, c'est un chiffre que j'ai vu passer, c'est-à-dire un par jour, hein, quasiment. Tu retires les vacances scolaires d'été, tu vois, fait un par jour. Donc, si tu veux, je pense que globalement, c'est n'importe quoi, c'est une gabegie pas possible. Et en plus, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé depuis le début, c'est la superstructure au-dessus de tous ces centres nationaux de Méfest, là, c'est le ministère de la Culture, si tu veux. Parce que faut quand même parler de cette abomination à un moment donné en France. Le ministère de la Culture, c'est quand même un truc. Alors, ça a été créé pour une bonne raison. Ça a été créé par. Tu connais l'histoire Non, vas-y. Là, pour le coup, gros, j'avoue que je. Bon, petit point d'histoire, mais je vais la faire très rapide. En 1958, la 5ème République arrive et De Gaulle a un problème qui s'appelle les communistes. Voilà, c'est un problème très simple, mais très endémique à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, tous les gens qui ont moins de 80 de QI en France, et Dieu sait qu'il y en a, votent communiste. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a du gros 20, 30, 40% à certaines élections communistes. Et il se dit, bon, ils ont noyauté la culture, comment je peux faire pour reprendre un peu la main sur la culture? Et en fait, il a un atout pour ça, c'est André Malraux. André Malraux, qui est un ancien de la guerre d'Espagne, qui est un gaulliste mais un peu indépendant, un peu exalté, etc. C'est un homme qui a une vision de la culture il veut démocratiser la culture, mais pas de façon marxiste. Il veut vraiment privilégier, notamment, il est contre la médiation culturelle. Et pour lui, il veut mettre les gens devant les œuvres et qu'ils aient un peu le waouh effect. Voilà. Donc il a une espèce de politique culturelle là-dessus. Et De Gaulle se dit, bon, c'est l'occasion de lui donner la haute main sur les affaires culturelles de France. Et donc en 1959, il crée
le ministère de la Culture. Mais c'est un truc qui a été créé sur mesure pour Malraux, dans une république créée sur mesure par De Gaulle et pour De Gaulle. Donc si tu veux, c'est du bespoke de bespoke, le ministère de la Culture. Pour être tout à fait exact, il y en avait déjà eu un très brièvement au 19e siècle, mais quelques mois seulement. Et donc c'est vraiment un truc qui est créé à peu près ex nihilo pour ça. Et tout ce qui était déjà subvention pour des livres, pour du cinéma, etc., c'était jusque-là géré par l'éducation nationale, enfin, ou l'instruction publique avant. Et en fait, si tu veux, le truc qui s'est passé, c'est que quand De Gaulle est parti, ils ont hésité à supprimer le ministère de la Culture. Et en fait, ils l'ont laissé. Et ça, c'était l'erreur absolue, parce que ça a été repris par Jack Lang après, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir. Aïe. Et en fait, aïe. Et donc, ça a donné. En fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont mis plein d'argent dans le CNC. Alors, le CNC existait avant. Voilà, me tombez pas dessus. Oui, il existait avant. Mais en fait, t'as des interviews de Jack Lang, tu peux les trouver sur l'INA, sur YouTube en 3 clics, où il explique qu'il veut faire une espèce de gigantesque banque du cinéma, où les gens peuvent emprunter de l'argent, etc. En fait, bon, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser à ça, le financement occulte du Parti Socialiste via les réseaux du cinéma, c'est quelque chose de très très intéressant si vous voulez creuser un peu ce rabbit hole. Donc en gros, il y avait vraiment du copinage extrêmement mafieux là-dedans. Et en fait, à la fin des fins, on s'est retrouvé à passer d'une culture assez élitiste, même très élitiste sous Malraux. On peut ne pas aimer Malraux, les choix qu'il a fait, etc. Mais voilà, on est passé de ça à des mecs défoncés au Subutex qui gueulent en hongrois, en gesticulant comme des possédés au Festival d'Avignon, le tout avec des subventions pris dans la poche de Thierry, 43 ans, plombier dans le Vaucluse, tu vois. Donc en fait, c'était totalement irréel. Et c'est, en fait, si tu veux, à partir de là, le ministère de la Culture, comme tous les trucs français, n'a fait que devenir de plus en plus obèse. En fait, en ajoutant des procédures, des fonctionnaires, des petites commissions, des sous-commissions, des renvois internes, etc. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est devenu incompréhensible. C'est-à-dire que j'ai regardé un peu l'organigramme du ministère de la Culture l'autre jour. Bah ouais, t'as été obligé, ouais. Il y a 7 commissions, 8 commissions, ou 9 commissions, je sais plus, qui elles-mêmes englobent des sous-commissions, mais certaines sous-commissions, si j'ai bien compris, parce que je suis même pas sûr, sont dans 2 commissions en même temps. Donc c'est comme si t'avais une maison, mais t'as que la cuisine et la salle de bain, et l'autre à la chambre et les WC, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça. Et en fait, à la fin, si tu ajoutes en plus les antennes en région, les centres de francophonie, les organes externes, si je peux dire, comme le CNL, le CNC, etc. En fait, ce truc, il est ingérable. Il a un budget, entre guillemets, qui est que de 4 à 7 milliards d'euros par an, ça dépend des mandatures, mais c'est quand même un espèce de globiboulia absolument géant. Et en plus de ça, il a des billes dans à peu près tout. C'est-à-dire qu'il a des billes dans le cinéma, dans le jeu vidéo, etc. Il a des billes dans l'audiovisuel, France Télévisions, ce genre de choses. Il a des billes dans un nombre de trucs complètement dingos. Et en fait, tu sais jamais exactement ce qu'il peut faire, où s'arrête son pouvoir. C'est le ministère le plus opaque qui doit exister en France après le ministère des Armées, tu vois. Et peut-être même avant le ministère des Armées. Faudrait faire un comparatif, tu vois. Il y a une idée de vidéo si tu veux le faire. Oui, j'avoue que ça pourrait être marrant. Non, mais moi j'ai toujours remarqué qu'il y avait un écosystème artistique en France qui arrivait à toucher des subventions et j'ai l'impression qu'il y a 1 million de magouilles différentes. T'as plein de canaux. Tu peux prétendre à des aides différentes sous en fonction de ton statut, tu peux même jouer plusieurs cartes à la fois. Typiquement, tu vois, moi j'ai l'impression que tu peux avoir le réalisateur d'un film qui va dire qu'il est aussi le producteur, et donc il touche une aide en tant que producteur et aussi une aide en tant que réalisateur. Ouais, mais t'as un truc. Et t'as des trucs comme ça, t'as envie de dire, mais les gars là, attends. Parce que là encore, j'ai fait une version simplifiée, mais par exemple, regarde, j'ai cherché des projets que le CNC avait financés et qui étaient des projets vus de droite. Mais alors, je mets des giga guillemets sur mes guillemets. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment la droite au sens le plus large du terme. Et en fait, du coup, je demande à ChatGPT et il me dit Bac Nord a été subventionné par le CNC. Alors au début, j'y ai pas cru, donc je suis allé vérifier l'information. Et en fait, j'ai découvert qu'il n'a pas été, à strictement parler, financé par le CNC. Il a été financé par une aide régionale qui est donnée par un pôle régional de financement qui est dans le sud, puisque ça se passe à Marseille, mais qui est lui-même dépendant pour ses budgets d'une sous-commission du CNC qui est rattachée au ministère de l'Intérieur, de la Culture. Voilà. Donc si tu veux, oui, t'as plusieurs niveaux de subventions. T'as des subventions de la maison mère, t'as des subventions des petites maisons autour. Donc en fait, d'une certaine manière, oui, ils peuvent te dire que Bac Nord a été subventionné par le CNC. Mais si tu veux, c'est une subvention, si j'ai bien compris, régionale, et pas une subvention, pas une avance sur recette qui est la subvention un peu classique du CNC par la voie royale, quoi, si tu veux. Donc c'est tout ça pour dire que tu peux vraiment grenouiller à l'infini. Il y a du pognon à prendre de partout. Hein. Voilà. Donc l'affouérisme doit frapper. Et ce qui est assez génial, c'est que de l'extérieur, c'est quand même un écosystème. Tu entends toujours les gens chouiner qu'il n'y a pas assez d'argent, que la culture est sous-financée, que la culture s'écroule, que le patrimoine est en train de s'effondrer parce que on ne met pas assez de subventions, etc. Il y a un côté très bizarre où c'est peut-être les gens les plus râleurs en termes de demande de subventions, et en même temps, effectivement, tu as 1 million de commissions dans tous les sens. Comment tu arrives à expliquer, toi, ce syndrome? C'est très simple, ça tient en 2 mots la réponse. République bananière. C'est-à-dire que c'est comme en fait, le
milieu de la culture subventionnée. C'est comme, si tu veux, je sais pas quel pays d'Afrique le plus chitolesque possible, où en fait t'as l'ethnie au pouvoir, tu sais, qui a placé son homme fort, qui prend tout le pognon, tu vois, et les mecs qui crèvent à 15 ans de diarrhée fulgurante, tu vois, dans le reste du pays. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que je ne nie pas la souffrance des acteurs ou des intermittents du spectacle. Il se trouve que j'ai dans ma famille des gens qui bossent en audit financier et qui se sont retrouvés à faire des audits pour des boîtes, par exemple, qui font des troupes de théâtre, des trucs comme ça, parce qu'il y a de l'audit pour tout, hein, ça existe. Et en fait, ils m'ont raconté des trucs de zinzin. Il y a des fiches de paie avec des 400 € par mois, tu vois. Donc je te dis, mais pourquoi travailler pour 400 €, tu vois, le RSA il est à 600, enculé, tu vois, à un moment donné, c'est absurde. Et en fait, je dis pas qu'ils souffrent pas, en fait, ils souffrent parce que le système de financement les a précarisés et les a cornerisés dans un moment où ils sont obligés de mendier, en fait, le pognon, au lieu de vivre de leur artisanat et de leur art et de leurs compétences, ou de s'apercevoir qu'ils sont trop mauvais et de faire autre chose, hein, parce que ça existe aussi. Et tout ça pour financer, par exemple, Caroline Lang, la fille de Jacques Lang, qui était au CNC, qui siégeait et qui attribuait voilà, et qui après apparaît sur le testament de Jeffrey Epstein. Voilà, exemple de personnes qu'ils ont financées. Ou alors, pour donner un exemple un peu plus ancien, le père de Juan Branco, qui était un producteur de cinéma, qui touchait plein d'argent, très proche de Mitterrand, qui touchait plein d'argent et qui n'a jamais fait des films qui ont fait plus de 22 entrées. Par contre, il a touché des centaines de millions, donc on se demande un peu où cet argent est passé. Spoilers, cherchez du côté de la campagne de 1988. Voilà, je pose ça ici. Donc en fait, si tu veux, il y en a, et là je t'ai donné 2 exemples qui sont un minimum connus, mais en fait il y en a plein des noms que toi-même tu connaîtras pas, que je connaîtrais pas, et c'est juste des gens qui bouffent à tous les râteliers, tu vois. Donc donc je ne nie pas la souffrance des intermittents du spectacle. Par contre, comme disait Bossuet, enfin il disait pas, mais on lui fait dire, Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Si vous voulez un monde de la culture subventionné sous perfusion où c'est papa, maman, l'État qui intervient tout le temps, bah voilà, ça finit comme ça, et vous allez crever la gueule ouverte, c'est tout. Bon bah écoute, c'est un petit peu déprimant tout ça. Ouais, j'avoue que c'était pas la fin la plus joyeuse de podcast. Est-ce que quand même il y a des raisons d'espérer pour l'avenir, tu penses? Est-ce que tu crois que ça va faire changer quelque chose, cette prise de conscience, ou pas du tout? Je suis pas sûr que la prise de conscience elle-même fasse changer quoi que ce soit. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait un autre modèle qui se mette en place, et c'est le modèle un peu que nous on incarne. Tiens, d'ailleurs, on peut parler brièvement de ça aussi, parce que tant qu'à faire, j'ai souvent, je tombe souvent sur des commentaires de gens qui te parlent de la droite des boutiquiers ou je sais pas quoi. Et ce qui est très amusant, c'est que les gens qui sont les plus fervents utilisateurs de cette terminologie, c'est plutôt la gauche des subventions, en fait. Et donc, moi, c'est un peu ma... En fait, je crois qu'il faut qu'on défende comme étant honorable le fait de faire de l'artisanat de qualité. Et en fait, je ne comprends pas, pour être tout à fait honnête, même dans un cadre marxiste tout à fait pur, hétérodoxe, et parfaitement dans la lignée de ce que disait le brave Karl Marx, je ne comprends pas comment on peut reprocher à un gars qui pense avoir un talent artistique de vivre un minimum de son art. Voilà. Marx te dit le salariat, il critique ça, etc. Il te critique les exploiteurs, mais je ne vois pas de raison valable de dire qu'un type qui pense qu'il a un talent artistique, qu'il est capable de faire des créations, qu'elles soient vidéo, livresques ou autre chose, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en vivre, et je vois pas pourquoi ce serait infamant de profiter de sa plateforme pour en faire éventuellement la réclame. Alors ça dépend, il y a des niveaux plus ou moins offensifs et agressifs de réclame, mais moi dans mon cas, franchement, je fais des bouquins de qualité, on passe littéralement parfois des nuits blanches à fignoler les détails, et on fait des trucs qui sont aux petits oignons, c'est des traductions de référence, bien imprimées, sur du papier de qualité, on soigne la mise en page, on fait vraiment le truc carré, bien. Je vois pas de raison valable de m'excuser de faire des bons bouquins, en fait. Il faut jamais s'excuser. Ne me rentre pas dans la tête, en fait, même d'un point de vue purement marxiste, encore une fois. En fait, c'est normal, parce que si tu veux, ils ont essayé de nous dévaloriser comme si en disant en fait qu'on était que des petits marchands voilà, alors qu'en fait nous ce qu'on a prouvé c'est qu'on est capable de créer des boîtes, d'administrer des boîtes et de faire front sans l'appui des organismes de subvention et autres saloperies, et en faisant du contenu qui est objectivement plus travaillé et plus chiadé que ce qu'ils font, et à un rythme soutenu. Alors, vraiment ils ont perdu
perdu sur tous les plans. Donc ils sont obligés de rager et de râler par rapport à ça, ce qui est terrible parce qu'en fait, fondamentalement, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant d'avoir une démarche constructive où il y aurait eu des échanges, où il y aurait eu des débats, mais tu sais, des débats pas en cherchant à insulter les gens ou à les invectiver, mais juste en confrontant des idées, etc. En fait, tout ça est assez navrant. Il y a une espèce de twitterisation du game politique là-dessus où c'est vraiment de l'invective, etc. Et les gens plafonnent à 80 QI. Tu vois, je parlais tout à l'heure des droitards débiles qui voudraient que le CNC finance que des projets de droite, tu vois. En fait, c'est juste de la connerie humaine, quoi. Je pense que malheureusement on peut pas forcément y faire grand chose, si ce n'est, comme tu dis, par la valeur d'exemple, prouver qu'une autre voie est possible, au moins pour ceux qui sont méritants. Voilà. Après, comment dire, toi, moi, on est capable de le faire pour des bouquins, certains autres sont certainement capables de le faire dans d'autres domaines, mais ça restreint quand même beaucoup le champ, disons le nombre de ceux qui peuvent le faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment quand même un minimum de niveau pour être capable de le faire, et la plupart des artistes subventionnés ne seraient pas capables parce qu'ils sont juste pas assez bons, tu vois. En fait, ça les empêche de se rendre compte qu'ils sont trop mauvais pour continuer ça. C'est aussi le problème des subventions, c'est que ça crée des aberrations économiques, des trucs qui devraient pas exister pour le propre bien-être des gens qui le font. Tu vois, je parlais des intermittents qui crèvent la gueule ouverte, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est des gens, si à 40 ans tu fais du jonglage et t'es obligé d'aller faire d'animer des anniversaires ou des bar mitzvahs au fin fond du 78 pour valider tes heures et te retrouver à 400 € sur ta fiche de salaire en fin de mois, en fait, faut que tu te poses des questions. C'est peut-être que tu n'es pas ni Louis de Funès, ni je sais pas qui d'autre, ni je sais pas quel grand acteur, tu vois. Peut-être que c'est pas fait pour toi, tu vois. Peut-être que c'est autre chose. Faut peut-être se poser des questions dans la vie, tu vois. Voilà, quand j'avais 14 ans, moi je voulais être guitariste de rock. Bon, bah à un moment donné, j'ai pas le niveau, tu vois. Bah je suis pas devenu Jimi Hendrix, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça, tu vois. Ça m'empêche pas de jouer de la guitare de temps en temps, tu vois. Donc voilà, faut se détendre un peu par rapport à ces trucs là. Et je pense que là vraiment, tant qu'il y aura du CNC et du CNL, ce truc là pourra pas trop évoluer. En fait, alors ça c'est si on retourne dans la théorie économique un peu plus pure, c'est littéralement le problème du signal, c'est-à-dire que quand en fait l'argent et la valeur monétaire est utilisé comme un signal dans la chaîne économique pour signaler qu'il y a un besoin. Ouais. Et quand on supprime ou qu'on pipe le signal, en fait, on casse toute la création de la valeur elle-même. C'est-à-dire que si je me mets à subventionner massivement quelque chose, eh ben je casse le fait qu'il faut être compétitif dans la création de cette chose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve. Enfin bon, vous avez le problème là en ce moment, par exemple, avec des débuts de pénurie sur tout ce qui touche aux produits pétroliers. Bah, on peut tout subventionner, mais en fait, au bout d'un moment, on va pas faire apparaître des bidons d'essence. Je veux dire, quand le signal il est cassé, tu peux rajouter autant d'argent que tu veux, ça va pas résoudre le problème non plus. Et malheureusement, je crois que dans le monde artistique, une partie des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, bah en fait, justement, c'est qu'il y a un signal économique. C'est que si on produit 250 000 experts en jonglerie avec des balles enflammées, et bah en fait, malheureusement, il y a peut-être pas une demande qui correspond à autant de jongleurs. Tu sais ce qu'ils vont te dire, parce que ça c'est un argument que j'ai entendu parfois. Non mais je caricature exprès pour faire comprendre l'idée, mais ils vont te dire que dans certains cas, par exemple, je pense à l'opéra, ils vont te dire oui, mais tu n'auras plus d'opéra si jamais tu subventionnes pas, parce qu'ils vont te dire en fait on retombe sur ce que je disais, cette idée que la culture peut pas se porter par elle-même. C'est-à-dire que c'est pas qu'il faut restreindre la voilure de l'opéra, qu'il faut se débrouiller pour faire des places moins chères, qu'il faut détaxer certains trucs, il faut rogner sur les cachets des gigastars qui prennent très cher, j'en sais rien, tu vois. Enfin, je connais pas l'économie exacte de l'opéra, mais en fait il y a un manque de confiance dans la résilience de l'être humain quand il s'agit d'inventer des véhicules économiques pour développer et accroître ses activités. Et en fait ils vont te dire que l'opéra n'existera plus. Alors qu'est-ce que tu leur réponds à ce moment-là, si tu leur dis quoi, que l'opéra doit disparaître ou qu'il faut continuer à subventionner? Non, moi je réponds absolument pas ça. En fait, je pense que la réalité, c'est que des gens qui ont un certain niveau d'éducation à la fois financière et culturelle vont avoir envie de perpétrer le meilleur de ce qu'ils ont en termes de culture et de connaissances, et que ça passe par l'opéra. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, si tu étais déjà pointé à l'Opéra de Paris ou etc., tu verras que tu as toujours des mécènes qui sont des entreprises, tout à fait. Des gros groupes, des L'Oréal, des LVMH, des AXA, des tout ça, qui financent en fait. Et moi, je connais un tout petit peu l'écosystème musique classique un peu élitiste, donc dont l'opéra fait partie. Il y a énormément de petits mécènes, beaucoup plus discrets que ces grands noms que j'ai donnés, des gens qui hébergent gratos des artistes, qui organisent
dans leur salon des concerts, qui invitent dans des petits villages ou parfois dans des petites villes de province plusieurs artistes en résidence pendant un mois nourris blanchis. Et c'est un système qui existe déjà. Alors peut-être qu'il n'est pas parfait, mais en fait, je suis persuadé que si tu supprimais les subventions, même pour des choses aussi importantes que l'opéra, tu aurais des systèmes qui se mettraient en place pour compenser, et notamment par du mécénat. C'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce qu'on a vu avec Javier Milei en Argentine, c'est que tu as toujours un premier choc qui a l'air très violent où tu te dis que tout va s'effondrer, et en fait, les gens réagissent, parce qu'en fait, mine de rien, un an, c'est très long et c'est très court. Donc en fait, sur un an, tu peux avoir l'impression que c'est passé très vite, mais en fait, si t'as une urgence qui te frappe, t'as le temps de rebondir quand même, t'as plusieurs mois pour faire des trucs et ça. Et donc au bout d'un an et demi, tu vois que les choses se stabilisent, et ça remonte jamais au niveau où c'était avant, parce que la différence entre le niveau où t'étais avant et le niveau où t'es après, c'est en fait les authentiques parasites, ceux qui pouvaient pas s'adapter, qui pouvaient pas fonctionner autrement qu'en étant sous perf d'argent public. Et ça, c'est malheureusement un dernier truc là-dessus. Irréductible. Dernier truc là-dessus que j'ai envie de rajouter, c'est que ça découle d'un problème aussi, d'une certaine vision de la culture que professe une partie de la gauche, qui est en fait de la propagande déguisée en culture. Et beaucoup de gens de gauche sont persuadés qu'il faut inonder la culture d'argent public parce qu'en fait c'est une propagande à destination des masses. Ce qui n'est pas faux, mais pas dans le cas de l'opéra par contre. Ce qui n'est pas faux, sauf que dans le cas de l'opéra, en fait, il y a aussi un vrai désir de beau qui est sous-estimé par cette frange-là de la gauche. Et donc, en fait, les types, quand ils ont un peu réussi, qu'ils ont dépassé les premiers 600 ou 700 000 euros qui leur permettent d'avoir une maison correcte, une belle voiture, un bout de jardin et 3-4 bricoles un peu sympas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent spontanément à chercher des choses qui ont de la valeur esthétique, entre autres choses. Et donc, ça peut se traduire chez des nouveaux riches, ça va se traduire par des trucs bling-bling, mais chez des gens qui ont un peu plus d'éducation, un peu plus de culture, qui est passée sur 2-3 générations, ça se traduit par la recherche de l'art, tout simplement. Et donc, je vais pas refaire le podcast qu'on avait fait avec notre camarade commissaire-priseur. Tout à fait. On lui passe le bonjour, Charles. On lui passe le bonjour, mais en tout cas, c'est en fait quand on sort quand on a un peu d'argent, qu'on sort d'une famille qui a eu un peu d'éducation, etc., et que on apprécie un minimum les belles choses. Et moi, je crois fondamentalement que tout être humain apprécie le beau. Alors peut-être que parfois il ne sait pas comment le trouver. Ça c'est une take, parce que t'as quand même des gens qui sont particulièrement, je dis pas qu'ils sont rares, hein, mais t'as des gens qui sont particulièrement hermétiques, et tu vois, par exemple, particulièrement cons et obtus, tu vois, ça c'est vraiment il y a des gens, je sais pas, franchement, quand on est sur les réseaux, toi et moi on le sait, on repousse en permanence les limites de ce qu'on a envie d'appeler un être humain, parce qu'en fait, si tu veux, bien sûr, on croise des gens, on se dit, mais attends, mais toi t'es sorti de quel tu vois, c'est quoi le chemin génétique qui emmène de la bactérie initiale à toi, tu vois, parce que ça n'a pas l'air d'être le même que moi, tu vois, et c'est terrifiant. Donc bon, mais globalement, oui, je suis d'accord qu'il y a une notion très partagée, une appétence au beau très partagée chez l'être humain, de façon générale, disons. Bref, tout ça, enfin voilà, on pourra en reparler, parce que ça c'est un sujet, moi perso, qui me passionne, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, mais en tout cas, je trouve qu'on a abordé pas mal de points intéressants sur la logique des subventions, et sur en fait comment l'illogisme des subventions, d'ailleurs. On peut en sortir, parce que je crois qu'il faut en sortir. Il faut en sortir. De toute façon, on va en sortir. Je veux dire, la France ne va pas bien économiquement. À un moment donné, on va en sortir, même si on veut pas, en fait. Le budget de tous les CN cumulés, c'est-à-dire CNC, CNL, CNC Talent, tous les machins comme ça là, c'est à peu près entre 750 millions et 1 milliard par an. Par an, d'accord ? Et à ça, tu ajoutes encore les 4 à 7 milliards dont je parlais. Enfin, c'est pas tu l'ajoutes, mais tu peux voir aussi ça du côté des 4 à 7 milliards dont je parlais pour le budget du ministère de la Culture tous les ans. Donc en fait, tu mets ça, tu vois, ça fait au minima 20 milliards d'euros sur 5 ans. À un moment donné, ça va affourer. Voilà, il faut être clair, ça va affourer, parce que ça doit affourer, et que c'est une gabegie totale, tu vois, pendant que les Américains et les Chinois envoient des fusées dans l'espace et composent tu vois, je veux dire, les Américains, ils ont jamais eu de ministère de la Culture, ils ont Hollywood, une scène musicale foisonnante, ils ont des musées, ils ont du mécénat privé qui part dans tous les sens, ils ont des écrivains qui vendent des millions et des millions, tu vois. Je pense que le top 5 des écrivains qui gagnent le mieux leur vie, ils doivent tous être américains, tu vois. Non, il y a J.K. Rowling, c'est pareil, d'ailleurs, ils doivent tous être américains. Donc si tu veux, c'est à un moment donné, faut quand même sortir un peu de notre tour d'ivoire en tant que Français, et je pense que c'est pas mal. Mais d'ailleurs, chez Carmin, vous faites un bon boulot pour ça, avec Sowell et tout, ça a peut-être réveillé un peu des gens là-dessus, je pense. Oui, je pense. En tout cas, moi, franchement, j'ai beaucoup de retours très positifs. À chaque fois qu'on sort des livres, ça m'amène à discuter avec des gens nouveaux. Là, hier, je discutais avec un traducteur qui a traduit un certain nombre de livres importants de penseurs américains. Je vais pas donner son nom, mais je lui passe le bonjour. Je pense qu'il se reconnaîtra si jamais il nous écoute. Et c'est vraiment très chouette. Sérieux. Et il y a
une dynamique. Clairement, il y a une dynamique. Il y a des tas de même du point de vue des libraires qui pourtant sont assez lents à réagir. On a des libraires qui commandent, je pense au moins 3-4 par jour des gens qu'on connaît pas. 3-4 par jour. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, là en ce moment il y a une grosse vague. Ouais. J'en ai aussi beaucoup, mais j'irai pas jusqu'à 3-4 par jour. Mais oui, quand même des volumes très importants. Ça représente des dizaines voire des centaines de ventes par mois, ça c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'on est en train de prendre une place et toi aussi et quelque part c'est tous les gens qui nous suivent qui ont permis que ceci se mette en place en réalité. Tout à fait. Et on fait à la fois le travail de marketer nos produits, de trouver de la demande, de sentir la demande, et ça c'est aussi vos retours, vos commentaires, vos inputs, parfois vos mails perso, plein de trucs. Et parfois aussi on crée de la demande, c'est-à-dire que on aborde des sujets, que ce soit en fiction, en essai, etc. On aborde des sujets que les gens n'ont pas demandé, qu'ils ne demanderaient jamais, et nous-mêmes on n'y aurait pas forcément pensé si on n'était pas nous tombés en prospectant sur des trucs. On se dit mais attends, alors moi ça m'est déjà arrivé, je me dire ça c'est invendable mais je le veux, tu vois, genre c'est comme ça que les Noces de Terre sont arrivées à la Giberne par exemple, si tu veux, parce que le projet de faire venir ce bouquin en France était quand même assez fou, tu vois, et en fait je pense que c'est cette audace, tu vois, elle est pas possible quand t'es un fonctionnaire caché, tu vois, un petit parasite du CNC ou du CNL. Il y a un petit souci, voilà, bah écoute, merci encore une fois mon cher Hussard pour cet excellent moment, et puis je dis dans 2 semaines à nos auditeurs, ou on fait une petite pause, je sais pas exactement. Qu'est-ce que surprise, on va essayer de faire un petit podcast. Oui, en fait on est tous les deux très 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 occupés en ce moment, voilà, pour des raisons très diverses, plus ou moins joyeuses d'ailleurs, plutôt joyeuses pour moi, plutôt chiantes de ton côté, mais c'est pas grave, on va s'en sortir, et dans tous les cas on reviendra avec des nouveaux podcasts, et vous avez été très nombreux à demander à ce qu'on ait pas qu'on ait plus d'invités, mais qu'on fasse plus de podcasts où on est juste tous les deux et où on discute de sujets d'actualité. Donc écoutez, je pense que là pour le mois d'avril, attendez-vous plutôt à ça, parce qu'on est un peu trop occupé pour faire venir des invités pour le moment, donc on va avoir l'occasion de discuter un peu à l'ancienne, voilà. Et super, quelle bonne nouvelle. Abonnez-vous. Allez, à très vite.